Le 15 septembre 1940, à 11h47 du matin, à une altitude de 22 000 pieds au-dessus des zones rurales du comté de Kent, l'officier pilote Colin Gray avait un Messerschmitt Bf-109 exactement dans sa ligne de mire. 400 yards, se rapprochant rapidement. Le pilote allemand ne l'avait pas encore remarqué. Le pouce de Gray planait au-dessus du bouton de tir. 3 secondes avant la portée de tir, le nez du Messerschmitt plongea dans un piqué abrupt. Gray le suivit, poussa le manche vers l'avant, sentit la force G négative le soulever contre les sangles de son harnais. Son moteur Rolls-Royce Merlin toussa une fois et s'éteignit. L'hélice tournait inutilement dans le flux d'air. Le viseur glissa de la cible. 1030 chevaux vapeur, disparu en un instant. Gray jura. Il savait exactement ce qui s'était passé. Chaque pilote de la RAF le savait. Le carburateur s'était noyé. Le moteur avait été affamé pendant 2 secondes, peut-être 3. Son Spitfire était un planeur sous lui. Le Messerschmitt sortit du piquet et disparut dans les nuages. Le pilote allemand ne regarda même pas en arrière. Il n'avait pas besoin. Il savait que les Britanniques ne pouvaient pas le poursuivre. Le moteur de Gray redémarra avec une toux rauque. Sa 5e victoire s'était échappée, non pas à cause de l'habileté allemande, mais à cause de l'ingénierie britannique. Il atterrit à Biggin Hill 20 minutes plus tard. Il remplit le même rapport de maintenance qu'il avait déjà soumis 2 fois auparavant. Arrêt du moteur pendant une manœuvre à force G négative. Durée 2,3 secondes. L'avion ennemi s'est échappé. Le rapport rejoindrait les 2300 autres dans le classeur du ministère de l'Air. 2300 pannes de moteur documentées rien que pendant la bataille d'Angleterre. 2300 moments où les pilotes britanniques étaient impuissants dans le ciel. Quelque part dans cette pile de rapports se trouvait la réponse à la question de savoir pourquoi tant de jeunes hommes ne rentraient pas chez eux. Mais trouver la réponse n'était pas le problème. Le problème était que personne ne savait comment le réparer. Personne sauf une femme travaillant seule dans un laboratoire à Farnborough. Une femme dont la plupart de la RAF n'avaient jamais entendu parler. Elle s'appelait Beatrice Schilling, et elle avait l'intention de briser toutes les règles du ministère de l'Air pour leur sauver la vie. Le défaut était simple. Les conséquences étaient brutales. Le moteur Rolls-Royce Merlin, le cœur de chaque Spitfire et Hurricane, utilisait un carburateur SU avec une chambre à flotteur. Pendant un vol normal, la gravité tirait le carburant vers le bas vers le moteur. Le système fonctionnait parfaitement, mais le combat n'était pas un vol normal. Quand un pilote entrait en piqué, les forces G négatives projetaient tout vers le haut, y compris le carburant. Le carburant montait vers le haut de la chambre à flotteur, le flotteur tombait au fond, la valve s'ouvrait en grand, le carburant inondait le système et noyait le compresseur. Le moteur s'éteignait pendant 1 seconde, parfois 2. Parfois assez longtemps pour que le Messerschmitt fasse demi-tour et tire des obus de canon à travers votre cockpit. Les Allemands n'avaient pas ce problème. Leur moteur Daimler-Benz DB601 utilisait l'injection directe de carburant. Pas de chambre à flotteur, pas de noyade. Un pilote de Bf-109 pouvait se retourner, piquer verticalement, tirer des jets négatifs pendant 10 secondes d'affilée, son moteur ne perdait jamais le rythme. Les tacticiens de la Luftwaffe s'en étaient rendus compte dans les semaines suivant les premiers engagements. Leur solution était élégante. Quand un chasseur britannique se met sur ta queue, pique. Le Spitfire te suivra. Son moteur s'éteindra. Tu t'échapperas ou tu feras demi-tour et tu le tueras pendant qu'il est impuissant. Ils appelaient cela la maladie anglaise. Ils l'exploitaient dans chaque combat aérien. Le commandement de la chasse connaissait le problème. Il le savait depuis 1937. Les ingénieurs du Royal Aircraft Establishment écrivaient des rapports, soumettaient des recommandations, proposaient des modifications. Rien ne se passait. Le ministère de l'Air avait d'autres priorités, des calendriers de production, des débats budgétaires, des disputes sur la question de savoir si le problème était vraiment aussi grave que les ingénieurs le prétendaient. Puis vint la bataille d'Angleterre. Entre juillet et octobre 1940, les pilotes de la RAF documentèrent des arrêts de moteur dans 43% des attaques en piqué. 43%. Presque la moitié de chaque manœuvre agressive se terminait par un moteur mort. Les commandants d'escadron estimaient que 80 à 100 décès de pilotes étaient directement causés par le défaut du carburateur. Des hommes qui avaient des Allemands dans leur ligne de mire, des hommes qui avaient tout fait correctement, des hommes qui étaient morts parce que leur moteur les avait trahis au pire moment possible.
Rolls-Royce travaillait sur une solution, un carburateur à pression, une refonte complète du système de carburant utilisant des principes d'injection similaires aux moteurs allemands. Date d'achèvement estimée, fin 1943. La RAF ne pouvait pas attendre 3 ans. Il perdait des pilotes plus vite qu'il ne pouvait former des remplaçants. Chaque semaine, des hommes expérimentés mouraient à cause d'une chambre à flotteurs conçue pour les vols en temps de paix. Les dossiers atterrirent sur le bureau de Beatrice Schilling en novembre 1940. Officier technique en chef, recherche et développement de carburateurs. La seule femme ingénieure au Royal Aircraft Establishment. Elle lut les rapports de combat. Elle étudia les journaux de maintenance. Elle interrogea les pilotes qui avaient survécu aux pannes de moteur. Elle comprit le problème en 1 semaine. Le résoudre lui prendrait 4 mois. Le tester risquerait toute sa carrière. Si vous voulez voir comment l'invention simple d'une femme a sauvé des milliers de pilotes de la RAF, appuyez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la guerre. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Nous revenons à Schilling. Schilling n'était pas censée être ingénieure. Elle est née en 1909 à Waterlooville, une petite ville du Hampshire. Son père était boucher. Les filles de familles comme la sienne devenaient secrétaires, infirmières ou vendeuses. Schilling avait d'autres projets. À l'âge de 14 ans, elle acheta une moto cassée avec l'argent économisé de petits boulots. Ses parents pensaient qu'elle voulait la conduire. Elle voulait la comprendre. Elle démonta le moteur en ses plus petits composants. Elle apprit ce que faisait chaque pièce. Elle le reconstruisit sur le sol de sa chambre, mieux qu'il ne l'était auparavant. À l'âge de 25 ans, elle courait avec cette moto à Brooklands à 106 miles à l'heure autour de la piste en béton. Elle remporta l'étoile d'or du British Motor Cycle Racing Club, l'une des 3 seules femmes de l'histoire à l'avoir reçue. Les courses lui apprirent quelque chose que les manuels ne pouvaient pas enseigner. Comment les moteurs se comportent sous charge. Quand ils échouent, pourquoi ils échouent. Comment sentir un problème avant que les indicateurs ne le montrent. Maintenant, elle était la spécialiste des carburateurs de la RAF, et leurs carburateurs tuaient des pilotes. La solution lui vint en janvier 1941. Physique simple. Si le problème était trop de carburant pendant les jets négatifs, limitez le flux de carburant. Pas complètement, juste assez pour empêcher la noyade. Le moteur obtiendrait toujours ce dont il avait besoin, juste pas assez pour se noyer. Un disque en laiton avec un trou au milieu. Installez-le dans la conduite de carburant avant le carburateur. Dimensionnez le trou pour permettre exactement assez de carburant pour la puissance maximale et rien de plus. Elle usina le premier prototype elle-même, testa 17 tailles de trous différentes, effectua des simulations pendant 6 semaines. Diamètre optimal, 0,04 pouces. Les tests en atelier étaient parfaits. Les arrêts de moteur passèrent de 2 secondes à une fraction de battement de cœur. Trop court pour avoir de l'importance au combat, mais les tests en atelier n'étaient pas le combat. Schilling devait le tester dans un véritable combat aérien. Le problème était l'autorisation. Installer des modifications non autorisées sur des avions de la RAF était un crime passible de cour martiale. Le ministère de l'Air exigeait 6 mois de tests, des comités d'examen, des certificats de sécurité, de la paperasse dont l'achèvement prendrait plus de temps que les pilotes n'avaient de temps à vivre. Schilling avait 6 limiteurs en laiton et une décision à prendre. Elle pouvait attendre l'autorisation, suivre la procédure, tout faire selon les règles, ou elle pouvait sauver des vies maintenant et faire face aux conséquences plus tard. Le 17 mars 1941, elle chargea sa moto Norton d'outils et de limiteurs. Elle parcourut 40 miles à travers la campagne anglaise jusqu'à la RAF Biggin Hill. Les patrouilles du matin se préparaient. Les équipes au sol grouillaient autour des Spitfire et des Hurricane, vérifiant les moteurs, chargeant les munitions. Schilling trouva le mécanicien en chef, un sergent nommé Harris, qui entretenait les moteurs Merlin depuis avant la guerre. 16 ans d'expérience, des mains qui connaissaient chaque boulon et conduite du Merlin au toucher. Elle lui montra le disque en laiton, expliqua la physique, lui dit qu'elle devait l'installer dans un avion sans autorisation, sans paperasse, sans que personne du commandement ne le sache. Harris tourna le limiteur dans ses doigts tachés d'huile. Une si petite chose, une chose si simple. « Comment savez-vous que ça marche ?» demanda-t-il.
Test en atelier, 6 semaines de tests. Résultat parfait à chaque fois. Les tests en atelier ne sont pas le combat. Je sais, c'est pourquoi je suis ici. Harris regarda les Spitfire sur la ligne de vol. Les jeunes pilotes grimpant dans les cockpits. De jeunes hommes qui faisaient confiance à leurs moteurs pour les garder en vie. « J'ai perdu 11 pilotes à cause d'arrêt de moteur », dit-il doucement. 11 bons hommes. Peterson, Williams, ce garçon écossais. MacLeod ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Il regarda Schilling, regarda le limiteur dans sa main. Si cette chose fonctionne, je me fiche que le roi lui-même ne l'ait pas autorisé. Il prit son kit de soudure et se dirigea vers le Spitfire le plus proche. Le Flight Lieutenant Al Deer était l'un des pilotes les plus expérimentés du commandement de la chasse. Un Néo-Zélandais, 54 missions de combat, 7 victoires confirmées. Il avait été abattu 2 fois, survécu à une collision en vol, sorti d'un atterrissage d'urgence qui aurait dû le tuer. Il avait également signalé une panne de moteur 4 fois, toutes leurs d'attaque en piqué, tout au cours des 3 derniers mois. Le 17 mars, son Spitfire fut le premier avion équipé du limiteur de Schilling. Il ne le savait pas. Personne ne lui avait dit. Si la modification échouait, Schilling voulait que le blâme retombe sur elle, pas sur le pilote qui n'avait pas eu le choix en la matière. Harris souda le limiteur dans la conduite de carburant en moins de 2 minutes. Invisible, à moins de savoir exactement où chercher. Deer grimpa dans le cockpit à 7h15. Patrouille matinale standard, 2 heures au-dessus de la Manche, à surveiller les formations allemandes. Schilling se tenait au bord de l'aérodrome. Son cœur battait la chamade. Ses mains étaient calmes. Si le limiteur fonctionnait, Deer ne remarquerait jamais rien de différent. S'il échouait, s'il affamait le moteur, si la soudure se brisait, si le trou était de la mauvaise taille, Deer tomberait du ciel, et Schilling passerait le reste de sa vie à savoir qu'elle l'avait tué. Le merlin du Spitfire rugit à la vie. Deer roula jusqu'à la piste, relâcha les freins, accéléra, décolla. Schilling le regarda monter jusqu'à ce que le Spitfire soit une tache dans le ciel gris anglais. Puis elle attendit. Les minutes s'éternisaient. Chacune semblait durer 1 heure. Elle marchait au bord de l'aérodrome, vérifiait obsessivement sa montre, calculait la consommation de carburant dans sa tête. 2 heures de patrouille, peut-être 2 et demi, si Deer prolongeait. Les équipes au sol se déplaçaient autour d'elle. Les mécaniciens travaillaient sur d'autres avions. La guerre continuait, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Pour eux, rien ne se passait. Pour Schilling, tout se passait. Elle avait testé des modifications de moteurs auparavant, publié des articles, participé à des conférences, mais elle n'avait jamais risqué la vie d'un homme sur son travail. Elle n'avait jamais envoyé quelqu'un au combat avec un équipement qui n'existait que parce qu'elle croyait qu'il fonctionnerait. La foi n'était pas une preuve, et si elle se trompait, la foi ne ramènerait pas Deer. Harris la trouva après 1 heure, lui apporta une tasse de thé. Elle la prit mais ne but pas. Son estomac était trop noué pour le thé. « C'est un bon pilote, dit Harris. Le meilleur de l'escadron. Si quelqu'un peut tester correctement votre gadget, c'est lui. » Schilling hocha la tête. Elle avait choisi Deer précisément pour cette raison. Expérimenté, agressif, le type de pilote qui entrerait en piqué sans hésitation. Le type de pilote qui découvrirait rapidement si le limiteur fonctionnait ou non. 90 minutes. La patrouille devrait bientôt se terminer. Deer ferait demi-tour vers Biggin Hill. Si tout s'était passé normalement, si son moteur n'avait pas lâché au-dessus de la Manche, s'il ne flottait pas maintenant dans un gilet de sauvetage, regardant son Spitfire couler dans l'eau grise et froide. S'il n'était pas déjà mort. 2h17 plus tard, le Spitfire de Deer apparut au-dessus de l'aérodrome. Schilling le vit en premier. Elle avait regardé le ciel si longtemps que ses yeux lui faisaient mal. Un avion, pas de fumée, pas de dommages. Deer atterrit en douceur, roula jusqu'à la dispersion, coupa le moteur et sortit du cockpit. Il souriait. Les pilotes ne souriaient pas après des patrouilles de routine. Ils avaient l'air fatigués, tendus, soulagés d'être en vie. Deer avait l'air d'un homme qui venait de découvrir un secret. Harris l'atteignit en premier. « Des problèmes avec le moteur, monsieur ?» Deer retira son casque. « Des problèmes ?» C'était la meilleure course du Merlin de l'histoire. Il était tombé sur 2 Bf-109 au-dessus de la Manche. Il l'avait remarqué.
s'était retourné pour attaquer, puis avait piqué quand ils s'étaient mis sur leur queue. Tactique d'évasion allemande standard. Deere les avait suivis. Jet négatif complet, manche poussée vers l'avant. Un piqué qui aurait dû tuer son moteur. Le Merlin n'avait jamais calé. Pleine puissance pendant toute la manœuvre. Deere s'était rapproché à 150 yards avant que les pilotes allemands ne réalisent que quelque chose n'allait pas. Il en toucha un, regarda des morceaux s'envoler de la queue du Messer. L'Allemand boitilla vers la France, traînant de la fumée. Le premier dommage confirmé que Deere avait obtenu lors d'une attaque en piqué depuis août. « Je ne sais pas ce que la maintenance a fait à cet avion, dit Deere, mais je veux que ce soit fait sur chaque Spitfire de l'escadron. » Harris regarda Schilling. Schilling regarda le sol. « Je pense que cela peut être arrangé, monsieur, dit Harris. » La nouvelle se répandit dans le commandement de la chasse comme un feu de forêt. Biggin Hill installa des limiteurs dans chaque avion en 48 heures. Les pilotes signalaient une performance moteur sans faille. Les attaques en piqué qui auraient échoué se terminaient maintenant par des victoires. Les commandants d'escadron de Hornchurch appelaient de Kenley, de Tangmere, de Northolt et de Manston. Qu'est-ce que Biggin Hill avait fait à ces moteurs? Comment l'obtenir? Le ministère de l'Air l'a pris en une semaine. Schilling s'attendait à la fureur. Elle s'attendait à des menaces de cour martiale. Elle s'attendait à ce que sa carrière se termine. Au lieu de cela, elle reçut un appel téléphonique. Le vice-maréchal de l'air Keith Park, commandant du 11e groupe, l'homme responsable de chaque escadron de chasse défendant Londres et le sud-est de l'Angleterre. « Mademoiselle Schilling, dit-il, je viens de lire les rapports de combat de Biggin Hill. On me dit que vous êtes responsable. » Schilling se prépara. « Oui, monsieur. À quelle vitesse pouvez-vous installer ce dispositif dans chaque avion du commandement de la chasse ?» Schilling cligna des yeux. « Monsieur, vous m'avez entendu. À quelle vitesse ?» Elle fit les calculs dans sa tête. 43 stations, 3000 moteurs. Si elle formait des équipes d'installation à chaque base, travaillait 24 heures sur 24, donnait la priorité aux escadrons de première ligne. 6 semaines, dit-elle, peut-être 5, si Rolls-Royce peut produire les limiteurs assez rapidement. Vous avez 4, dit Park. Je m'occupe de l'autorisation. Vous vous occupez de l'installation. Ne me décevez pas. Schilling rassembla une équipe de 3 ingénieurs et se rendit sur sa Norton à chaque station de chasse du sud de l'Angleterre. Biggin Hill n'était que le début. Puis Hornchurch, Kenley, Tangmere, Northolt, Manston, Hawkinge, Gravesend, Coltishall. 43 stations en 4 semaines. Elle planifiait son itinéraire comme une campagne militaire, frappait d'abord les escadrons de première ligne, travaillait de là vers l'extérieur. Elle formait les équipes au sol personnellement, démontrait la procédure d'installation, supervisait les premiers montages à chaque base, vérifiait chaque soudure, mesurait le diamètre de chaque trou, rejetait chaque limiteur qui ne répondait pas à ses spécifications. Elle dormait dans les hangars quand il y avait du temps pour dormir, mangeait des sandwichs sur sa moto quand il n'y en avait pas, roulait sous la pluie printanière et les bombes allemandes occasionnelles. Certaines stations l'accueillaient. Les pilotes de Hornchurch faisaient la queue pour lui serrer la main après leurs premières attaques en piqué réussies avec le limiteur. D'autres ne savaient pas quoi penser d'elle. Une femme donnant des ordres à leurs mécaniciens. Un civil disant au personnel de la RAF comment modifier leurs avions. À une station, un commandant d'escadre refusa d'autoriser l'installation. Lui dit de revenir quand elle aurait les papiers appropriés du ministère de l'Air. Schilling sortit l'autorisation directe du vice-maréchal de l'Air Park. Le commandant d'escadre pâlit. L'installation se déroula sans autres objections. À une autre station, un jeune pilote lui demanda ce qu'elle avait fait pour mériter un travail aussi important. « Je suis bonne dans ce domaine, dit-elle simplement. Il y réfléchit un moment, puis hocha la tête. D'accord. Au 20 avril, chaque Spitfire et Hurricane du commandement de la chasse avait le limiteur installé. 2847 moteurs Merlin, 4 semaines de travail incessant. Le dispositif avait besoin d'un nom officiel. Le RAE l'appela le limiteur RAE. Les pilotes l'appelaient autrement. Sir Stanley Hooker, ingénieur en chef chez Rolls-Royce, lui donna le surnom qui resta, le trou de Miss Schilling. Humour grossier de la RAF. Schilling n'y voyait pas d'inconvénient. Si une blague sale aidait les pilotes à se souvenir de qui les avait sauvés,
Elle l'accepterait. Les résultats furent immédiats et indéniables. Le commandement de la chasse suivait chaque statistique, chaque engagement, chaque victoire, chaque perte. Mars 1941. Avant le limiteur, arrêt de moteur dans 41% des attaques en piqué. Ratio victoire-perte 1,4 pour 1. 51 chasseurs britanniques perdus, 73 avions allemands détruits. Avril 1941. Après le limiteur, arrêt de moteur dans 0,3% des attaques en piqué. Ratio victoire-perte 3,1 pour 1. 27 chasseurs britanniques perdus, 84 avions allemands détruits. La transformation fut immédiate, mesurable, indéniable. La confiance des pilotes changea du jour au lendemain. Les hommes qui hésitaient avant de s'engager dans un piqué pressaient maintenant leurs attaques sans réfléchir. Le Flight Lieutenant Robert Stanford Tuck, l'un des meilleurs as de la RAF, décrivit le changement dans une lettre à sa famille. C'est comme piloter un avion différent. Avant, chaque piqué était un pari. Le moteur fonctionnerait-il ou non ? Vous hésiteriez un instant, et cet instant pouvait vous tuer. Maintenant, il n'y a pas d'hésitation. Le Merlin fonctionne parfaitement. Peu importe ce que je fais, je peux me battre comme j'ai toujours voulu me battre. Le pilot officer Johnny Johnson, qui allait devenir l'as le mieux classé de la RAF, vola ses premières missions de combat en avril 41. Les pilotes plus âgés me parlaient des pannes de moteur, se souvint Johnson des années plus tard. Il disait qu'il fallait être prudent en piqué. Votre Merlin peut vous trahir. Avant que je commence à voler au combat, ce problème a disparu. Mademoiselle Schilling l'a réparé. Je n'ai jamais réfléchi à 2 fois avant de piquer sur un Allemand. Cela m'a probablement sauvé la vie une 12aine de fois. Le commandant d'escadron Douglas Bader, pilote légendaire qui volait avec 2 jambes artificielles, a attribué au limiteur un changement complet de sa tactique. Avant Schilling, nous combattions défensivement. Nous avions peur de nos propres moteurs. Après Schilling, nous combattions comme les pilotes de chasse doivent combattre. Agressivement, engagés, sans hésitation. Elle nous a rendu notre confiance en nous. L'officier pilote Hal Deer, le même homme qui avait inconsciemment testé le premier limiteur, est devenu l'un de ses partisans les plus bruyants. Je ne savais pas que j'étais un cobaye, jusqu'à des semaines plus tard, a écrit Deer dans ses mémoires. Quand mademoiselle Schilling m'a dit ce qu'elle avait fait, je n'étais pas en colère, j'étais reconnaissant. Elle avait pris un risque sur moi, pour que des milliers d'autres pilotes n'aient pas à prendre le même risque. Cela demande du courage. Le renseignement de la Luftwaffe a remarqué le changement en quelques semaines, les rapports d'action d'avril mentionnant que les chasseurs britanniques n'interrompaient plus les attaques en piqué. L'avantage tactique s'est évaporé. En mai 1941, les manuels tactiques allemands ont discrètement supprimé la section sur l'exploitation des pannes de moteurs britanniques. La maladie anglaise avait été guérie par une femme avec une rondelle en laiton et le courage de briser les règles. Le limiteur est resté en service jusqu'en 1943. Rolls-Royce a finalement livré un carburateur à pression cette année-là. La véritable solution d'ingénierie, injection de carburant, sans chambre à flotteur, sans noyage, mais la conversion des avions existants prenait 8 heures par moteur. Le commandement de la chasse ne pouvait pas clouer au sol ses escadrons aussi longtemps. Alors les limiteurs sont restés. De nombreux avions ont volé avec le trou de Mademoiselle Schilling jusqu'en 1944, certains jusqu'à la fin de la guerre. Les pilotes lui faisaient confiance, les équipes au sol savaient comment l'installer. Le dispositif coûtait moins d'1 livre en production. Une rondelle en laiton maintenant les pilotes en vie pendant 4 ans. Schilling n'a pas cessé de travailler après le limiteur. L'établissement royal de l'aviation avait des problèmes sans fin. Chacun pouvait tuer des pilotes. Chacun nécessitait une solution. Elle a développé des modifications de démarrage à froid pour les Spitfire déployés en Russie. Les températures arctiques à Mourmansk descendaient à moins 40 degrés. Les conduites de carburant gelaient comme de la pierre. Les batteries mouraient en quelques heures. L'huile moteur se transformait en boue épaisse. Les pilotes britanniques ne pouvaient pas démarrer leurs avions. Les équipes au sol soviétique n'avaient jamais vu de moteur Merlin auparavant. Schilling a conçu une procédure de démarrage à froid utilisant de l'huile chauffée et des mélanges de carburant modifiés. Elle a écrit des instructions suffisamment simples pour que les mécaniciens russes puissent les appliquer. Les Spitfire ont volé en mission de combat au-dessus de Mourmansk pendant l'hiver brutal. Elle a étudié les performances à haute altitude. Les Spitfire de fin de guerre volaient à 35 000 pieds
poursuivant les avions de reconnaissance allemands et les bombardiers de haute altitude. À cette altitude, l'air était rare, l'oxygène était rare. Le mélange de carburant devait être calibré avec précision. Trop riche et le moteur se noyait, trop pauvre et il surchauffait. Schilling a développé des modifications compensant l'altitude qui ont amélioré la puissance de sortie de 8% au-dessus de 30 000 pieds. Les pilotes d'essai ont rapporté de meilleures vitesses de montée, une meilleure manœuvrabilité, de meilleures chances d'attraper les Allemands qui pensaient être en sécurité à haute altitude. En 1945, elle avait achevé 17 projets majeurs à Farnborough. Système par temps froid, modification d'altitude, amélioration de carburateur, efficacité de suralimentation. Chaque projet sauvait des vies. Aucun n'a atteint la renommée du limiteur. Elle a épousé George Naylor en 1938, un mathématicien au RAE qui a ensuite volé sur des bombardiers avec le 625e escadron, 31 missions au-dessus de l'Allemagne. Croix du service distingué de l'aviation. Le commandement des bombardiers avait le taux de perte le plus élevé de toutes les unités de la RAF. 1 sur 2 n'a pas survécu à la guerre. Chaque fois que Naylor décollait, les statistiques disaient qu'il pourrait ne pas revenir. Schilling comprenait ces statistiques mieux que la plupart. Elle calculait les probabilités professionnellement. Elle savait exactement à quel point la marge entre la vie et la mort était mince à 20 000 pieds au-dessus de l'Allemagne. Naylor a vaincu les statistiques. Il est rentré chez lui en 1944. Ils n'ont jamais parlé de ce qu'il avait vu. Il n'a jamais posé de questions sur son travail. Certaines choses valent mieux être laissées dans le silence. En 1948, le roi George VI a nommé Schilling officier de l'ordre de l'Empire britannique. Elle s'est rendue au palais de Buckingham, a reçu la médaille, a posé pour des photos avec le roi. Un journaliste lui a demandé quel était le secret de son succès. « Résoudre les problèmes », a-t-elle dit. « C'est tout ce qu'est l'ingénierie. Quelqu'un a un problème, vous trouvez une solution. Vous la faites fonctionner. » Le journaliste a demandé si être une femme avait rendu sa carrière plus difficile. Schilling a haussé les épaules. « Je n'avais pas le temps de penser à être une femme, j'étais trop occupée à être ingénieur. » Le lendemain matin, elle était de retour à Farnborough, travaillant sur les problèmes de moteurs à réaction. Elle n'a jamais atteint de poste de direction. Ceci était réservé aux hommes, règle non écrite que personne ne reconnaissait, mais que tous respectaient. Elle ne s'est jamais plainte publiquement. Elle préférait la véritable ingénierie à la paperasse. De toute façon, après la guerre, elle a travaillé sur le programme de fusée Blue Streak, la première fusée balistique britannique, a étudié le freinage sur piste mouillée. Les accidents à l'atterrissage tuaient plus de pilotes que les pannes de moteur dans les années 50. Elle a publié 3 articles techniques sur la façon dont l'eau sur les pistes affectait la friction des pneus. Physique sèche qui sauvait les atterrissages mouillés. Elle a aidé à concevoir un bobsleigh pour l'équipe olympique de la RAF. Projet étrange pour un ingénieur aéronautique. Mais concevoir des bobsleighs impliquait les mêmes principes qu'elle avait maîtrisés. Aérodynamique, répartition de la masse, gestion de la friction. L'équipe a utilisé sa conception en compétition. Ils n'ont pas remporté de médaille, mais ils ne se sont pas non plus écrasés. En bobsleigh, cela compte comme un succès. En 1967, la voiture de Formule 1 Eagle MK1 de Dan Gurney avait un problème de surchauffe que son équipe d'ingénieurs ne pouvait pas résoudre. Quelqu'un a suggéré d'appeler la vieille dame qui réparait les Spitfire pendant la guerre. Schilling avait 58 ans. Elle a examiné le système de refroidissement pendant 2 heures, a posé des questions, a effectué des mesures, a fait des calculs, puis a trouvé la solution. Des ingénieurs de la moitié de son âge avec des diplômes des meilleures universités ne pouvaient pas réparer ce qu'elle a résolu en une après-midi. C'est la même chose que n'importe quel autre problème de moteur. Elle a dit à l'équipe « Vous comprenez la physique, vous trouvez la solution la plus simple, vous la faites fonctionner. » Elle a pris sa retraite en 1969. Elle a passé ses dernières années comme elle avait passé ses premières années, travaillant sur des motos, restaurant des machines anciennes, courant lors d'événements classiques, entretenant le Norton qu'elle possédait depuis l'âge de 14 ans, la moto qui lui avait appris comment les moteurs se comportent sous charge. Elle est décédée le 18 novembre 1990, à l'âge de 81 ans. Les nécrologies se concentraient sur une chose, la rondelle en laiton, le trou de Mademoiselle Schilling. Tout le reste étaient des notes de bas de page. Aujourd'hui, un pub à Farnborough porte le nom de T.D. Schilling. Le musée de Brooklands expose ses trophées de course, les universités ont des bâtiments portant son nom,
Les écoles d'ingénieurs enseignent le limiteur comme étude de cas, solution simple, mise en œuvre immédiate, résultat mesurable. Mais la véritable leçon ne concerne pas l'ingénierie, elle concerne le courage. En mars 1941, Beatrice Schilling avait un choix. Elle pouvait suivre la procédure, attendre l'autorisation, remplir des documents et assister à des réunions de comité, pendant que les pilotes mouraient. Ou elle pouvait charger sa moto de rondelles en laiton et réparer le problème elle-même. Elle a choisi l'action. Elle a risqué sa carrière, sa réputation, peut-être sa liberté. Elle a installé une modification non autorisée dans un avion de combat et a envoyé un pilote au combat sans lui en parler. Si elle s'était trompée, elle aurait été traduite en cour martiale, emprisonnée, détruite. Elle ne s'est pas trompée. Des milliers de pilotes sont rentrés chez eux grâce à ce qu'elle a fait. Des milliers de familles sont restées intactes. Des milliers d'avenirs ont été vécus au lieu d'être enterrés dans des cimetières militaires. Une femme, une moto, une rondelle en laiton avec un trou au milieu et le courage d'agir quand tous les autres attendaient la permission. C'est ainsi qu'on change l'histoire. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de partager cette histoire avec plus de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons les héros oubliés de l'histoire chaque semaine. Vraie personne, vrai courage. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Notre communauté couvre le monde entier. Merci d'avoir regardé. Merci de vous souvenir de Beatrice Schilling. Elle a sauvé des milliers d'existences et presque personne ne connaît son nom jusqu'à...